Philippot est avec nous et régulièrement il vient nous voir puisque son temps de parole, vous avez du temps de parole paraît-il aujourd'hui, vous avez le droit à 15 minutes. Je ne dis rien sur la question, je ne veux pas en utiliser. Exactement, donc bonjour quand même. Bonjour. Bon, Bonjour merci d'être avec bonne nous. année. Ah oui, bonne année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Une bonne année pour la France surtout. Oui. Pour moi. Pour la France. Ah oui, vous pensez pas à vous. Non. C'est la France qui Exactement. n'avait pas d'ambition personnelle. Ah bah si elle peut coïncider à celle de la France, tant mieux. Bon, en tout cas, vous nous direz ce que vous pensez de la situation aujourd'hui. On peut peut-être terminer sur ce que nous disions avec l'Iran. Il y a un communiqué d'ailleurs du président Trump qui a dit que la situation en Iran évolue rapidement parce qu'il a envoyé une grande armada sur zone, mais il pense que Téhéran veut sincèrement parvenir à un accord. Oui. Bon. Il y a deux choses, deux fers au feu. Il y a à la fois cette armada qui se rend dans le Golfe au cas où, a dit Donald Trump vendredi dernier. Et puis en même temps, il y a des négociations qui reprennent. Et ça, les Iraniens sont très forts pour la palabre. Ils sont même redoutables. Et il y a un enlisement qui s'explique parce qu'aucun pays de la région ne veut la déstabilisation, qu'il n'y a pas de relève, en fait, dans l'opposition, qui soit crédible, parce que, donc aussi bien les pays du Golfe, les pays arabes en général, Israël même, il n'y a pas grand monde qui tienne vraiment à ce que la République islamique s'effondre. Et puis, enfin, la dernière chose, c'est qu'on ne voit pas du tout ce qui se passerait si un coup bien ajusté permettait de décapiter le régime et d'envoyer à de Patresse l'ayatollah Khamenei. On ne voit pas très bien qu'est-ce que ça changerait. Ce serait sans doute même pire si c'est possible. Non, mais c'est sur cet argument, quand on a fait tomber Kadhafi, on ne s'est pas posé non plus la question de savoir l'après. Oui, mais justement... On va voir le portrait. Pour l'Iran, on se pose la question. On va voir le portrait des victimes avec Mathilde Couvillier-Fournois. Simplement, c'est toujours pareil, vous avez déclenché une polémique sur la Révolution française. Quelqu'un me dit, Thermidor, ce ne sont pas les Girondins déjà liquidés. Non, le mouvement est venu de l'intérieur du camp Montagnard et même du comité vous avez de salut. 5 secondes pour répondre. Mais pourquoi vous coupez la parole? Je ne termine pas. Et même du comité de salut public de la part de gens qui, eux aussi, craignaient d'y passer. Talien, Fouché, Billot-Varenne, Barrère, etc. Très juste. Voilà. Donc c'est un téléspectateur. Nous respectons l'auditeur. Oui, il est aussi téléspectateur, puisque nous sommes sur Europe 1 et sur CNews. Voyons le sujet, les portraits de ces victimes. C'est horrible, évidemment, ce qui se passe en Iran. Voyez le sujet de Mathilde, voyez et écoutez le sujet de Mathilde Couvillier-Fournois. Raha Bolulipour avait 23 ans, elle étudiait l'italien à l'université de Téhéran. La jeune femme écrivait beaucoup sur sa chaîne Telegram baptisée Le vent nous portera. Elle était contre la République islamique qu'elle jugeait tyrannique et misogyne. Le 9 janvier, elle est allée manifester contre le régime. Elle a été abattue d'une balle dans le poumon. Sinaj Kabouzi, lui, avait 17 ans. Il rêvait d'étudier au Canada, mais il rêvait de liberté dans son pays opprimé. Le 8 janvier, il a rejoint une vingtaine de copains pour aller manifester avant d'essuyer des tirs mortels. Comme lui, au moins 32 enfants scolarisés ont perdu la vie d'après les syndicats d'enseignants iraniens. Bahar Chadmeri aussi avait 17 ans. Elle refusait toute forme de concession. En photo sans son voile sur les réseaux sociaux, la jeune fille est sortie manifester le 8 janvier dernier en espérant la chute du régime. On lui a tiré dans le dos à bout portant. Ali Reza Rahimi, lui, avait 26 ans. Il possédait un magasin pour pièces détachées de voitures. Lui aussi est allé manifester avec des amis. Il criait « mort au dictateur » lorsqu'une balle de sniper sur le toit d'une mosquée lui a traversé la nuque. Le violon de Sanam pour Babaï ne résonnera plus. La jeune professeure de musique de 26 ans est allée manifester le 8 janvier. Elle est morte d'un tir de balle dans la tête. Les autorités iraniennes reconnaissent 3000 victimes depuis le début de la répression. Certaines ONG en recensent plus de 30 000. Et la bulle médiatique est infiniment plus intéressée par ce qui se passe à Minneapolis que ce qui se passe en Iran. Et on va parler de Minneapolis avec Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, qui a déclaré ce lundi que la mort d'Alex Pretty, survenue samedi lors d'une manifestation à Minneapolis, c'est une tragédie. Et elle a raison, d'ailleurs. Écoutez là.
Soyons clairs sur les circonstances qui ont conduit à ce moment samedi. Cette stratégie est survenue à la suite d'une résistance délibérée et hostile de la part des dirigeants démocrates du Minnesota. Le président Trump espère, souhaite et exige la fin de la résistance et du chaos dès aujourd'hui. C'est pourquoi le président Trump s'est entretenu directement avec le gouverneur du Minnesota ce matin et il a tracé une voie claire et simple pour rétablir l'ordre public dans le Minnesota. Bon, depuis Davos, Trump est vieux, il est fou, il est dangereux, il est Alzheimer, il est comme Joe Biden, sa santé mentale effectivement le fascisme est en marche. Ouais. Voilà, le fascisme est en marche. J'ai vu. Mais bon, vous pouvez pas balayer ça d'un revers de main parce que ça crée Minneapolis, sera sans doute un moment dans le mandat où les choses ont quand même beaucoup bougé. D'abord parce que les images ont bouleversé visiblement l'opinion aux États-Unis parce que le type qui est la victime est quelqu'un qui est à peu près incontestable. Même le fait qu'il ait un port d'armes, par exemple, qu'il ait une arme sur lui et qu'il ait un port d'armes, ça l'affilie à une classe d'Américains qui est justement à la base du Trumpisme. Ils sont très magas, ces gens-là. Hein, c'est quelqu'un de sérieux puisque son arme est enregistrée. Et le droit de porter des armes, c'est le deuxième amendement aux États-Unis, ça ne se conteste pas. Donc, le premier moment de la rhétorique de la Maison-Blanche, c'est de dire, regardez, c'est un terroriste en puissance. Quand on approche d'un policier avec une arme sur soi, on risque effectivement d'être abattu. Ça ulcère les Américains, du moins ceux de la NRA, mais pas uniquement. Beaucoup d'Américains trouvent que c'est extrêmement choquant. Et l'idée que la police des frontières est dangereuse, c'est comme ça, tout d'un coup, imprimé dans l'opinion. C'est plus simplement les libéraux, les gauchistes qui disent ça. Donc, mais elle existait avant. Pardonnez-moi de vous couper. Elle existait avant. Et hier soir, je ne sais plus qui, c'était Jules Torres rappelait que sous Obama, il y a eu 60 morts. Mais oui, d'accord. De cette même police. De cette même police. Ça, là où c'est très paradoxal. Non mais entendez ce que je vous dis. Un chiffre vient de sortir. Dans les 40 villes américaines, les 40 principales villes américaines, le nombre d'homicides s'est effondré. Il y a un 21% en moins en 2025 que l'année précédente. 21% en moins. Vous vous rendez compte ? En fait, l'Amérique n'a jamais été aussi sûre depuis 60 ans. Oui. Depuis 1965, vous n'avez jamais eu aussi peu de fusillades, de règlements de compte par arme à feu, d'attaques à main armée, etc. Donc, en réalité, et personne ne sait pourquoi. Alors, évidemment, chez Trump, on dit c'est le refoulement des immigrés clandestins, illégaux, et puis de l'autre côté, on dit non, c'est la réussite des programmes de prévention. En fait, on n'en sait absolument rien, mais il y a une réalité factuelle. C'est pas que l'Amérique est violente et qu'elle est de plus en plus dangereuse, c'est le contraire. L'Amérique est violente, oui, notre tradition, mais elle est plutôt moins dangereuse en ce moment qu'elle ne l'a jamais été. Bah écoutez, vous êtes... Et tout ça est effacé par les images de Minneapolis, où la police des frontières, vous avez vu la scène, c'est un manque de professionnalisme. Vous avez parfaitement raison, et choquant. L'enquête est en cours, mais lorsqu'on voit effectivement ces images, on a plutôt le sentiment que la police est hors de contrôle et qu'elle ne fait pas ce qu'elle aurait dû faire. C'est tout à fait clair. Mais après, la mise en perspective de ça, c'est la police, le responsable, c'est Trump. Et Trump, regardez, c'est le modèle pour la droite française. C'est l'état de droit qui est en danger. C'est moi terminé. Oui, mais il y a aussi le passage avec le modèle français. C'est aussi le fait qu'on considère que Trump est hors de contrôle. Oui, mais c'est ce que tous les marchés financiers considèrent. J'entends bien. C'est pour ça que le dollar plonge et s'affaiblit. Mais j'entends bien, mais ce qui m'intéresse, le dollar, on n'en parle pas dans l'espace médiatique. Pardonnez-moi. C'est, je le répète, Trump est le responsable. Et regardez, Trump, c'est le modèle de la droite française. Donc voilà ce qui vous attend en 2027. Ouais. C'est ce lien-là que je vois dans les médias. C'est vrai. C'est tout. C'est ce qui m'intéresse. Ils vont tenir un an avec un argumentaire aussi fort. Mais c'est ce qui m'intéresse. Alors, à ce propos, vous savez que là, on vient d'apprendre que des policiers de l'ICE, donc la police militaire, vont être en Italie pour les Jeux Olympiques d'hiver qui commence bientôt à Milan. Donc le rapprochement, vous allez voir, va être établi très vite. Et vous allez voir, parce que l'équipe, qui est un journal que je suis chaque jour, il n'y a pas de problème de boycott. Personne ne pense à un boycott. Mais tu inventes un boycott possible de la Coupe du Monde. Et chaque intervenant du football aujourd'hui, on lui demande, mais est-ce que le boycott, c'est possible ? Personne ne parle du boycott. Mais oui, bien sûr. Alors moi, je décrypte ça parce que je connais la presse, je connais la bulle médiatique. Oui. Je crois que c'est Jacques Weber qui a dit ce matin, entre Trump et le nazisme, il y a l'espace d'une feuille de cigarette. Vous l'avez dit, allons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bon, Florian Philippot, vous êtes trumpiste ? Non,
Non. En fait, ce qui me fait rire, mais vous avez le droit. Non, mais ce qui me fait dites rire, non. j'ai soutenu plutôt l'élection de Trump pour Entre certains Trump et intérêts. Kabila, Ah non, mais j'avais clairement dit que c'était meilleur que Trump l'emporte, pour plein de raisons. Parce que la politique de poursuite des démocrates, c'est une politique wokiste, une politique mondialiste, une politique de guerre. Et j'espère d'ailleurs que Trump n'ira pas, lui, vers l'intervention généralisée dans le monde, comme les Américains nous ont trop habitués à cela. Parce qu'il s'était fait élire sur une promesse de paix. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant les affaires intérieures américaines. Ça, c'est leur problème. Et je suis pas sûr qu'on ait des leçons à donner quand on a vu les yeux crevés et les mains arrachées pendant les Gilets jaunes en France. Donc je pense qu'on devrait se garder de leçons là-dessus. Non, la réalité, c'est qu'est-ce que ça nous dit du monde aujourd'hui ? Le Trumpisme, et il sera très attaqué pour ça, c'est le réveil des nations. C'est ça la réalité. C'est quand Trump dit « l'avenir appartient aux patriotes et pas aux mondialistes » qu'il est très attaqué. C'est ce qu'il avait dit devant l'Assemblée générale de l'ONU. Et en réalité, nous voyons bien que le monde que symbolise Trump, mais pas que, le réveil des BRICS, toutes ces puissances qui émergent, c'est le monde des nations indépendantes. Et nous, la France, on continue, et on a vu Macron à Davos, d'ailleurs s'exprimant en anglo-américain, pour ceux qui ont vu for sure, un acte de résistance incroyable. Bah, d'abord, on résiste pas dans la langue de l'adversaire, premièrement. Il y a un problème. Oui, bon, ça. Non, c'est pas du tout anecdotique. Pourtant, il a résisté à Trump. Le Canadien s'est exprimé en français. C'est pas du tout anecdotique. Il a résisté c'est une rupture fondamentale avec la diplomatie Il a fait française. reculer Trump, on dit les éditorialistes. Non, il a surtout créé... Vous devriez être satisfait. Il a réveillé l'Europe. J'ai lu toutes les... Oui, j'ai vu qu'on le comparait même au général de Gaulle. C'est un peu, si vous voulez, comparer un gribouillis d'un gamin de 4 ans à la Joconde, quoi. Comparer Macron à de Gaulle. Non, la réalité, c'est que nous avons vu un homme qui est dans un vieux logiciel, Macron, puisqu'il ne parle pas de France en face. Il parle d'Europe. Il nous dit l'Europe, etc. On doit s'occuper du Groenland, qui est danois. On doit s'occuper de l'Ukraine. Par contre, les problèmes français, on n'en parle pas. On est en train de perdre la Nouvelle-Calédonie qui va devenir indépendante contre 3 référendums. On voit des bandes armées brésiliennes arriver en Guyane, selon un dernier rapport sénatorial. Personne n'en parle. On voit que Saint-Pierre-et-Miquelon va passer sous contrôle aérien canadien. Transfert de souveraineté inadmissible. On s'en fiche. Mais non, l'Europe. Alors l'Europe, le problème, c'est que ça n'est pas ça qui va nous apporter un surcroît de croissance et de puissance et d'influence. Nous voyons bien que plus on s'enferme dans cette politique européenne, plus nous sommes en fait impuissants et plus nous sommes confrontés et soumis à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et c'est ça le malentendu. Macron n'a pas parlé de la France, il a parlé de l'Europe. C'est-à-dire, il a parlé de celle qui est en train de tuer nos paysans avec le Mercosur. Il a parlé de celle qui nous entraîne vers des guerres qui ne sont pas les nôtres. Celle qui fera que l'Ukraine sera adhérente à l'Union européenne, membre de l'Union européenne, dès l'année prochaine, 2027. Celle qui fait qu'on met des milliards dans ce conflit. J'entends ce que vous dites, mais vous n'êtes pas le seul à dire ça. Je suis à peu près le seul à dire ça. Pourquoi vous ne rejoignez pas un mouvement, par exemple Reconquête dit à peu près... Mais Reconquête et RN disent absolument pas ça. Bardella a fait une intervention. Non. Je parle sous le contrôle de Thomas Bonnet. Je parle sous votre contrôle, mais la différence entre... Que vous venez de dire là... Non, Bardella est intervenu au Personne n'assume, dans les partis dont vous venez d'évoquer, personne n'assume le fait de sortir de l'Union européenne, par exemple. Mais ils ne veulent là, c'est pas ce qu'il a dit là. Si, il faut sortir de l'Union européenne. Mais c'est la conclusion. Mais là, ce que vous venez de dire là, vous avez dit là, c'est sur le Mercosur, sur nous entraîne dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. C'est prôné par le RN, mais après, mais qu'est-ce qu'ils font face à ce constat? Ils sont pas au pouvoir. Non, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire, même s'ils étaient au pouvoir? Qu'est-ce que vous faites, vous moi, je fais la seule solution possible, c'est-à-dire je sors de l'Union européenne pour reprendre notre souveraineté nationale. Pas ça. Mais on n'en sait rien, monsieur Pro. La dernière fois qu'on a voté sur l'Europe, on a dit non. C'était un référendum. On nous l'a annulé de manière absolument scandaleuse. Évidemment qu'on ne sait pas. On peut peut-être réformer l'Europe. On ne peut pas. En fait, il y a 2 analyses possibles sur l'Europe, et on le dit régulièrement chaque matin. Soit on considère que l'Europe telle qu'elle est faite ne marchera jamais, etc. Et à ce moment-là, il faut changer. Soit on considère que telle qu'elle est organisée aujourd'hui par les petits hommes gris, il faut peut-être changer cette technostructure et mettre en place plus de politique, mais qu'elle peut quand même exister. Voilà les grands... pour changer... Alors, à 27, ça va être dur. Alors, laissez-moi juste parler là-dessus. J'ai pas énormément de temps de parole. Pour changer une virgule, un mot... Quand je parle, je vous enlève pas votre temps de parole. Merci beaucoup. C'est pas on n'a pas 15 minutes tous les deux. Une phrase complète. Autrement, vous pourriez... Juste pour un raisonnement, faire une phrase complète. Quand vous voulez changer une virgule d'un traité européen, vous devez avoir l'accord au même moment unanime des 27 membres. Vous ne l'aurez pas.
Nos intérêts ne sont pas convergents, contrairement à ce qu'on nous fait croire, avec ceux des Allemands. On l'a bien vu sur les accords commerciaux, on l'a bien vu sur le Mercosur. Nos intérêts géopolitiques ne sont pas convergents avec ceux des pays baltes, avec ceux de la Pologne, qui est très agressif contre la Russie. Ça n'est pas notre intérêt. Nos intérêts agricoles ne sont pas convergents avec ceux de l'Espagne ou de l'Italie. Ce sont des concurrents féroces, les premiers d'ailleurs concurrents pour notre agriculture, et ce sera encore pire quand l'Ukraine sera dans l'Union européenne. Donc il n'y aura pas d'autre Europe. Ce qui d'ailleurs poserait un autre problème. Par principe, je n'accepte pas qu'il y ait une autorité supranationale. Même si vous avez d'autres politiques menées, il reste un problème fondamental, c'est que les Français n'ont plus leur souveraineté, n'ont plus la maîtrise de leur destin. Alors vous avez des partis qui s'agitent en disant « on changera tout ça ». Ça fait 50 ans qu'ils promettent aux Français de changer tout ça de l'intérieur. Évidemment, ils ne l'ont jamais fait, ils ne le feront jamais parce que ça n'est pas possible. La seule solution, c'est de sortir de l'Union européenne. Le monde qui vient, c'est le monde des nations puissantes et donc libres et indépendantes. La France n'a rien à faire au Groenland, c'est une question danoise. Si les Danois sont très intéressés par le Groenland, qu'ils commencent par arrêter d'acheter du matériel militaire américain. Enfin, on ne peut pas être plus danois que les Danois. Ils continuent d'acheter des F-35, ils continuent d'être soumis, et nous, on va aller les défendre. Occupons-nous de nos territoires à nous. Question d'actualité toute simple. Oui. Les réseaux sociaux, interdits au moins de 15 ans. Vous auriez voté J'aurais voté contre. Parce que ce n'est pas une loi d'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, c'est une loi d'identification numérique obligatoire pour tous. C'est une thèse complotiste. Pas du tout, c'est une thèse que vous trouvez même dans le Dauphiné libéré hier. C'est une thèse complotiste de dire ça, de dire qu'on se sert de ça pour fliquer tout le monde. Ce sera la conséquence. Non, Écoutez, la conséquence, c'est qu'il faudra s'identifier de manière numérique. Mais il faut s'identifier. Écoutez, on a tous des cartes d'identité, on est tous fichés. Arrêtez. Dès que vous irez mettre un tweet, vous passerez votre carte d'identité. Mais c'est pas ça d'ailleurs, ce ne sera même pas la carte d'identité. Mais par définition, vous êtes numérisé. Quand vous quittez ce pays, vous avez une carte d'identité où vous êtes numérisé et fiché. Oui. En quoi, sur les réseaux sociaux, cela vous gêne-t-il que les gosses de 15 ans ne puissent pas y aller? Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Ça relève des parents. Vous voyez, moi, j'ai pas envie de la société orwellienne où on déresponsabilise les parents de tout. C'est trop facile. Hein. Vous savez, le grand débat, quand moi j'étais enfant, c'était les enfants sont trop devant la télé. Ça a changé. Ou ils sont trop devant les jeux vidéo. Alors quoi, on aurait interdit à l'époque la télévision ou les jeux vidéo pour les moins de 15 ans. On n'a même pas pensé à ça. Bon, vous êtes contre? Oui, je pense que c'est aux parents, il y a un sujet. Et je trouve que les parents, d'abord, c'est des signaux que tu envoies, tu sensibilises les parents en faisant ça. Je trouve que c'est plutôt intelligent. On les sensibilise, c'est qu'on entre dans l'interdit, mais c'est pas le sujet. La question, c'est même pas les enfants. Ça, c'est toujours la tarte à la crème. Vous savez, on nous a fait le même coup avec le règlement DSA de censure. Quand il est passé au Parlement européen, ils nous ont dit c'est pour protéger les enfants. Résultat, tous les eurodéputés français ont laissé passer ou ont voté pour, y compris le RN, comme hier. Le RN a voté pour. Question très courte. Je vais juste au bout du sujet. L'Union européenne a prévu de déployer l'identité numérique européenne. Oui, c'est un autre problème. Non, c'est le même problème. Sujet. Parce que ça passera par ça. Et là, on peut vous rejoindre. Non, mais c'est le même sujet. Pour vous identifier sur les réseaux sociaux et prouver votre âge, vous serez obligé de passer par votre portefeuille d'identité numérique. Sur ce portefeuille, j'en aurai fini, il se trouve votre état civil, mais pas que. Vous aurez vos données bancaires, vos données de carnet de santé, vos données de carnet de vaccination, et donc vous entrez dans la société où on pourra à tout moment vous débrancher si vous avez un comportement jugé inadéquat, même pas illégal, inadéquat, un mauvais tweet, trop critique sur Macron, trop critique sur l'Europe, pas assez pro-Ukraine, etc. On va être débranchés, nous on va être débranchés. On pourra vous débrancher si vous avez dépassé votre quota carbone. Bon, j'entends bien, mais j'ai des questions très courtes. Etc. Donc c'est une société orwellienne et c'est une société qui prépare la censure des réseaux sociaux pour une seule raison, c'est que sur les réseaux sociaux se trouve un narratif que le gouvernement ne contrôle pas, contrairement aux médias. Bon, donc attendez, moi les médias, je suis pas contrôlé moi. Oui, c'est pour ça que vous êtes très gênant. Mais je suis pas gênant non plus. Mais vous avez remarqué quand même que vous êtes un petit peu attaqué. Mais on est alors, on est là. Remarqué. Bon, voilà. CNews est très attaqué. C'est pas un hasard. Bon, voilà. Et les réseaux sociaux aussi. Comme par hasard, et c'est la cerise sur le gâteau, on entre dans cette interdiction en septembre 2026, c'est-à-dire au début de la campagne présidentielle. C'est formidable. Alors, donc ça n'a rien à voir avec les enfants, ça a tout à voir avec le contrôle très rapide de la liberté sur l'actualité, parce que le temps presse. Gérald Darmanin souhaite interdire l'immigration pendant 2-3 ans, un moratoire. Vous êtes pour ou contre? Il ne peut pas le faire en restant dans l'Union européenne et Schengen. Non, mais c'est pas. Alors vous avez raison. Je suis pour. Sortir de Schengen, mais vous êtes pour.
Je suis pour, mais la seule solution pour le faire, c'est de sortir de l'UE, de Schengen et de la CEDH. Bon, Tout autre discours, c'est un mensonge. Il y a en ce moment l'audiovisuel, la commission audiovisuelle. Vous êtes pour ou contre la privatisation du service public de France Inter et de France Télévisions? Moi, je suis pour qu'on y remette du pluralisme. Hein, vous êtes invité, par exemple? Un peu la chaîne Info, France Info. Mais alors, les chaînes, vous voyez, France 2, ils ont une émission politique tous les matins qui s'appelle Les 4 vérités. Vous pouvez leur écrire, vous pouvez écrire au directeur de l'information, etc. Ils en ont 300 par an, parce qu'il y a même le samedi. Ben, ils vous en donnent même pas une. Eh oui, mais pourquoi? Parce que à chaque fois que vous vous présentez, vous n'êtes pas élu. Le mouvement patriote n'a pas un élu. Non, on a plein d'élus municipaux, on a même des maires, tout ça c'est faux, absolument faux. Non, et d'ailleurs c'est même pas simplement le seul critère, il y a d'autres critères. Nous sommes un mouvement qui doit être, selon les chiffres de la CNCCFP, 5 ou 6e parti politique de France en nombre d'adhérents. Quand on fait des événements, il y a du monde partout. Notre rentrée, on était 3600 à Arras. Vous voyez, donc la réalité, c'est que je veux qu'il y ait du pluralisme. Et le pluralisme ne s'arrête pas simplement aux chaînes publiques. Moi, je suis désolé, il y a des chaînes privées où il n'y a pas de pluralisme non plus. Donc, pour moi, le critère public-privé n'est pas forcément très opérant. Bon, en tout cas, c'est Philippe Corbeil qui va diriger maintenant l'information à France Télévisions. Je le connais un peu. C'est pas quelqu'un qui penche de votre côté. Non, je sais. J'ai travaillé avec lui à RTL. Ça m'empêchera pas que je l'appelle. Un anti-trumpiste. Je l'appellerai. J'espère qu'il aura à cœur de quand même dépasser ses opinions politiques et d'aller vers le pluralisme. Mais ça, la nomination de Philippe Corbeil, que je connais, à 1 an de la présidentielle, ça c'est un signal. Ah oui, bien sûr. Ça, je peux vous dire que ça, c'est un signal. Hein. Là, l'information de France Télévisions, ça va être bien contrôlé. Il ne faut pas qu'on nous raconte de salade. Une société médiatique où on supprime tout ce qui est Arcom. Oui. Ah ben ça c'est bien. Ouais, qu'on supprime l'Arcom, qu'on laisse la liberté d'expression sur les réseaux sociaux et qu'on ait un pluralisme tenable, respectable dans les médias, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.